Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est dans Face à Pire, c'est une présentation d'auteur et j'essaye de vous présenter quelqu'un. Et là, nous allons, disons, mettre une grande pièce dans un dossier qui nous concerne tous, car les Français particulièrement les Français de ce temps, ont deux caractéristiques, qui est d'être des cocus, et deux, d'être des cocus soit contents, soit mécontents, selon l'espèce. Et là, c'est une grande pièce dans notre dossier de cuffiage collectif que nous apportons aujourd'hui, grâce à quelqu'un à qui je veux rendre une énième fois hommage, qui est vraiment le meilleur éditeur alternatif, à mon sens, qui est Damien Serrieix, c'est les éditions de l'Artilleur. Il me permet aujourd'hui de vous présenter un de ses auteurs, qui est André Bonnet. André Bonnet, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes philosophe de formation, vous avez également fréquenté les milieux de la défense et de la géopolitique, vous avez été auditeur de l'IHEDN en section nationale, vous avez été magistrat pendant 30 ans, aujourd'hui vous êtes avocat, et vous venez avec une pièce dans un dossier qui est un dossier monstrueux par rapport à la vie politique actuelle, qui est une relecture de la trahison du référendum du 29 mai, où vous faites juridiquement le bilan de ce qui est une trahison. Anne-Marie Le Pourrier, qui est une de vos collègues, professeur de droit public, disait que c'était une fraude à la Constitution. Et évidemment, à l'époque, Nicolas Sarkozy, avec la complicité de la totalité ou quasi-totalité de la vie politique française, a fait passer ça par le Congrès pour pouvoir annuler les résultats d'un référendum. Il était en cela d'ailleurs secondé par des gens dont on aurait pu imaginer. Henri Guénaud, qui à mon avis n'a vraiment pas vécu ça de gaieté de cœur. Patrick Buisson, qui de toute façon était européiste, donc celui ça l'a pas gêné. Mais qui étaient quand même des gens très ancrés à droite. Évidemment, le Parti socialiste, lui, a participé à ça des deux mains, des deux pieds, en se disant « les Français oublieront ». Eh bien, moralité, depuis Lisbonne, la faille entre les Français et leur classe dominante, c'est un terme que je préfère au terme d'élite, pour différentes raisons, est aujourd'hui devenu un trou béant et plein d'une sorte de haine ubiquitaire où plus personne ne se supporte. Et vous faites l'autopsie de ce phénomène-là. Or, pour vous, parce que la défense première des hommes de Nicolas Sarkozy, toujours aujourd'hui, c'est de dire « vous ne nous avez pas compris, ce n'est pas le même texte ». Et comment vous faites litière de ça ? Alors, je voudrais, avant de répondre précisément à cette question, évoquer ce que vous disiez à l'instant. Alors, une faille dans l'esprit politique, oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de grave qui s'est mis en place et dont on voit les effets néfastes peu à peu. C'est quelque chose qui sourd tout doucement, si vous voulez. Mais d'une certaine façon, même si on n'en a pas conscience, ça vicie le débat politique au fond. Alors, l'ouvrage dont vous parlez, que grâce à cet excellent éditeur et très courageux, L'Artilleur, ce qui a été possible grâce à lui, c'est bien sûr une relecture de la trahison, mais son objectif, c'est d'être tourné vers l'avenir. Il a un sous-titre qui est très important, c'est sortir du traité de Lisbonne. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire en quoi a consisté la trahison à l'époque, il s'agit de faire apparaître à quel point c'est actuel. C'est-à-dire que les débats de l'époque ne cessent de ressurgir. On est au cœur des difficultés que l'on rencontre aujourd'hui quand on se réfère à cette trahison. Et donc ce traité de Lisbonne, certes, il renvoie un référendum d'il y a 20 ans, qui a été, trahi de façon absolument étonnante, mais c'est d'une actualité brûlante. C'est quelque chose qui est absolument prégnant aujourd'hui.
Et donc, ce qui est important, c'est que on comprenne en quoi a consisté, en un premier temps, cette trahison. Avant de voir tous ses effets, on va essayer de voir en quoi elle a consisté. Et ce que vous dites est très vrai. Ce qui était déclaré à l'époque, c'était que le traité de Lisbonne, c'était un mini-traité dans lequel disait Nicolas Sarkozy, on a pris des choses qui apparemment faisaient consensus, on a écarté le reste, tout ce qui était problématique, on n'en parle plus, donc, etc. Et en réalité, non. En réalité, on a repris quasiment au mot près, à la virgule près, et je dis quasiment, je ne devrais pas dire quasiment, on a repris à la virgule près ce qui était dans le projet de constitution. Et la force de mon ouvrage, si vous voulez, c'est que quand on dit ça, il faut le prouver instantanément, tellement c'est gros. Et dans mon livre, chaque fois que je cite un texte, je donne une référence que j'appelle PC pour projet de constitution, les coordonnées de l'article dans le fascicule bleu que tout le monde a eu en main et dont certains se souviennent certainement, et ensuite le texte du traité de Lisbonne, et dans cette nouvelle édition, puisqu'elle vient prendre la suite d'une édition dont j'avais espéré qu'elle aurait un effet en 2007 avant que le Congrès ne s'empare du texte, eh bien je cite évidemment les références des deux traités actuels, c'est-à-dire le TUE et le TFUE. TUE pour traiter sur l'Union européenne et TFUE pour traiter sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et donc, l'ouvrage permet de passer de l'un à l'autre de façon systématique et absolue. Ça, c'est un premier point, et c'est quelque chose qui est fondamental parce que ça permet de jeter à bas toutes les protestations selon lesquelles on aurait fait vraiment un petit traité à côté du traité de Lisbonne sans reprendre ce qui était vraiment problématique. En réalité, les petites choses qu'on a abandonnées, c'est des choses absolument secondaires. Comme par exemple, dans le projet de constitution, on disait il y a désormais des lois européennes et non pas des règlements et des directives. Règlements et directives, ça fait un petit peu administratif. Désormais, il était prévu qu'il y ait des lois. Et on a supprimé le terme de loi, on a gardé le terme de règlement directif. Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement rien n'a absolument changé. De même pour le drapeau ou l'hymne national. Mais ce sont des petites choses qu'on a abandonnées. Tout le reste a été conservé. Et le drame, c'est que ça a été conservé de façon cachée. Je veux dire par là que des éléments parmi les plus importants, ceux qui avaient été le plus disputés au moment du référendum, ont été réintroduits par le biais d'un petit protocole, dans le biais d'une annexe, d'une déclaration numérotant, il y en a plusieurs dizaines, et avec chaque fois la précision que cette annexe, ce petit protocole, a la même valeur que les traités, qu'il est partie intégrante du traité. Il y a un exemple qui est saisissant pour bien comprendre à quel point cette dissimulation a été volontaire et systématique. On y reviendra sans doute parce que c'est un des points les plus graves du traité de Lisbonne. C'est le fait que le droit communautaire est proclamé dans les textes même désormais, depuis le traité de Lisbonne, comme supérieur à tous les droits nationaux, y compris les constitutions. Y compris les constitutions. Y compris les constitutions, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, ce n'était pas le cas auparavant dans les traités. Dans les traités, mais la jurisprudence. La jurisprudence l'avait, dès les années 60, les premiers arrêts de la Cour de justice des communautés européennes à l'époque, et notamment la Reinel, etc., mais avaient dit très clairement, on ne peut pas admettre que dans une construction européenne, des États viennent un jour nous opposer leur propre constitution pour dire non, on ne peut pas aller plus loin dans le traité. Donc c'est non. Tous les traités de l'époque, le droit communautaire et les droits dérivés, les règlements, les directives, sont supérieurs à la Constitution. Or, ça, c'était vraiment discuté au moment du référendum. Ce qu'on a fait, c'est que ça tient dans une déclaration. La déclaration consiste à dire les États signataires du traité voient ce qu'a dit la Cour de justice des communautés européennes à l'époque, et elle déclare que cette jurisprudence, c'est désormais le fond du traité, et cette jurisprudence, elle est intégrée par ce biais de cette déclaration au traité, avec la même force que si elle était en encadré au frontispice du traité. Donc, on a là vraiment une simulation, mais vous savez, elle est actée. L'ouvrage est facile à lire, hein, je le dis. Et tout à fait, je vais revenir dessus. Voilà, et avec beaucoup de citations qui sont absolument ahurissantes, où on a au départ des responsables européens qui, voyant le refus par la France du traité, le refus par les Pays-Bas du traité, le refus par l'Irlande, il faut parler de l'Irlande, dont à l'époque on n'a quasiment pas dit un mot, hein. Eh bien, ces gens-là disaient, écoutez, il faut faire en sorte que le nouveau traité garde tout ce qui est important, on va le présenter différemment, on ne va pas le dire.
Vous avez notamment des gens qui disent de façon très claire, peut-être un Juncker du Luxembourg, qui dit, bah, écoutez, qui joue un rôle beaucoup plus important que la taille de son pays pourrait le faire penser. Enfin, le Luxembourg, c'est quand même là que se trouve notamment la Cour de justice, alors ce n'est pas anodin. Il dit, bah, écoutez, bien sûr qu'il y aura des transferts de souveraineté, bien sûr, mais est-ce que je serai assez peu intelligent pour le dire? Il faut que ça se fasse sans que les gens le sachent. Vous avez un ministre à l'époque, le ministre belge chargé des affaires européennes, qui dit le traité de constitution avait comme volonté, comme perspective d'être très clair, très lisible. Ce que nous faisons avec le traité de Lisbonne, c'est le contraire. Nous voulons que ce soit le plus illisible possible, le moins clair possible, le plus obscur possible. Eh bien, franchement, c'est un succès. Donc, voilà. Donc, ça explique pourquoi le débat était tronqué. Et je rebondis un petit peu, pour terminer la réponse à votre première question, je répondis un petit peu sur ce silence du monde politique qui était un peu tous azimuts. Ce qui était frappant, et là, il y a un mystère qui n'est pas vraiment mystérieux, mais qui est quand même mystérieux. C'est qu'en 2005, le débat avait opposé avec force les tenants du non et les tenants du oui. Et parmi les tenants du non, il y avait notamment beaucoup de gens à gauche. Et les médias comme Libération, comme France Inter, etc., bon, les bons vieux médias de gauche, si vous voulez, dont la France a pris l'habitude de vivre selon leur rythme, eh bien, étaient vent debout contre certaines dispositions de la Constitution. Et quand on est passé à la démarche sarkozyste, consistant à confier au Parlement réuni en congrès le soin de venir contrer frontalement le vote des Français, il n'y a plus eu aucune contestation des forces de gauche. Ouais. Tout le monde s'est tu. Tous les leaders de gauche se sont tus, tous les médias de gauche se sont tus. Pour moi, c'était une stupéfaction absolue. Comment était-il possible qu'après le débat incroyable qui avait nourri, vraiment, on peut dire, toutes les tables politiques, tous les débats pendant des mois et des mois, comment se fait-il que ces forces dites de gauche aient littéralement cessé de dire quoi que ce soit contre ce processus? Et donc, on en déduit qu'il y a au-dessus des clivages droite-gauche qu'on nous présente souvent, des forces qui sont beaucoup plus importantes encore et qui finissent par les mettre tous d'accord sur les éléments qui, aux yeux de ces forces supérieures, sont les plus importantes. Il ne fallait pas, et aujourd'hui, parce que c'est lié directement à ce qui se passe sous nos yeux, c'est-à-dire que l'euro-atlantisme, ce que Jacques Sapir avait appelé dans un livre, on est assez accoutumé avec le personnage pénétrant la fin de l'euro-libéralisme ou de l'euro-mondialisme, il ne fallait pas toucher à ça. Parce que c'est cette réserve sur la démocratie qui est structurante depuis la guerre froide, qui se voit d'ailleurs dans certains points de la guerre froide qui nous reviennent en pleine figure. Je pense à ce qui est en train d'arriver en Allemagne avec le réveil du caractère autoritaire des lois fondamentales allemandes. En réalité, l'Occident a vécu, à travers la trouille du communisme, l'Occident a vécu dans la trouille des peuples. Il est vrai, tout à fait. Et aujourd'hui, le communisme évidemment n'est plus. La trouille des peuples est restée. À deux titres. Un, les peuples sont perpétuellement un tumulte qui peut se réveiller. Ça, vous me direz, tout pouvoir, théoriquement, la démocratie aurait dû exorciser cette peur-là, mais tout pouvoir a peur de ça. Mais surtout, nous avons substitué la peur comme lien politique. C'est-à-dire, grosso modo, on vend de la trouille. L'islamisme, le Covid, les Russes. Réflexion, plus voilà. réflexion. C'est réflexion qu'il aille au fond. Et là, pour le coup, on arrive au point où, comme dirait l'autre, si la démocratie, si la dictature c'est tu la fermes, la démocratie c'est cause toujours. Or, mais les deux vont ensemble. C'est parce que la peur est devenue un bien d'industrie que la réflexion est vaine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, mais c'est la phrase de Jean-Paul II, n'ayez plus peur. Si vous voulez, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vend de la trouille. Nicolas Sarkozy, par exemple, est un grand vendeur de trouille, et tous les autres ont suivi. Mais ça a joué particulièrement à gauche. Quand on voit l'élimination systématique des hommes du non dans les 5 ans qui ont suivi. Prenez quelqu'un qu'on a acculé à quitter la vie politique, Arnaud Montebourg, qui pourtant n'avait pas été le plus courageux de l'époque. Voyez aujourd'hui
la première vague de diabolisation de Mélenchon, pas celle d'aujourd'hui, celle du Mélenchon populiste et eurosceptique, qui a été tout aussi violente que celle qui est là. La différence, c'est que celle qui est là, Mélenchon, il prête la main très lourdement. L'élimination de Chevènement. La liquidation de Chevènement. Or, si vous voulez, il y a un internationalisme structurant qui est lié aussi à des influences étrangères, Fabian Society et d'autres, qui est structurant dans l'esprit de la gauche et qui a annihilé le camp du non à gauche. Là où de l'autre côté, le simple grognement des milieux d'affaires a suffi à faire entrer toute la droite qui était déjà depuis Chirac totalement, non pas post-gaulliste mais anti-gaulliste, ça a suffi à mettre tout le monde dans le rang. Et vous avez raison, il y a quelque chose de fascinant dans l'élimination du nom de gauche, parce qu'en fait, objectivement, le nom de droite, il n'y a pas eu de nom de droite. Il y a eu un nom des forces populistes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Souverainiste et populiste. Voilà. Donc, si vous voulez, ça va de Philippe de Villiers, dont ça a été la grande campagne. Moi, je l'ai fait dans les rangs du MPF. Le Front National était totalement absent parce que le Front National était exempt des conséquences de la scission Maigret et du vieillissement de Le Pen. Donc, il était totalement absent du terrain. Mais c'était la revanche des gens que la droite orléane avait foutu dehors, en fait. Philippe de Villiers est quelqu'un qui avait été, pour ses opinions patriotiques, mis en minorité à droite depuis très longtemps. Oui, alors, et d'ailleurs, vous parlez du Rassemblement national, Front National, ils sont en train de payer avec ce qui est arrivé récemment, ils sont en train de payer le fait de ne pas avoir travaillé, à mon sens, suffisamment cette question du traité de Lisbonne. Je m'explique, parce que ça fait partie en fait de l'actualité du traité. Le traité fait pour la première fois de l'Union européenne une personne juridique indépendante. C'est-à-dire que désormais, l'Union européenne, c'est l'équivalent d'un État avec une vocation supranationale qui a donc sa propre autonomie, sa propre existence, indépendamment des États qui la constituent. Auparavant, l'Union européenne, c'était un conglomérat, c'était une coordination d'États. On ne savait pas de quel côté ça allait basculer finalement, du côté du fédéralisme ou pas, etc. Mais c'était les États qui la constituaient. Désormais, l'Union européenne, elle a sa personnalité. Elle a sa personnalité et elle a une personnalité appuyée sur un problème, un point fondamental de droit qui est ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire la supériorité du traité européen, c'est-à-dire de cette personne juridique sur l'ensemble des États, y compris dans leur partie constitutionnelle. Et donc, avant que ce traité n'intervienne, lorsque vous élisiez un député européen, vous élisiez un représentant de l'État, de la France, qui allait travailler au sein des institutions européennes pour faire avancer le bien, certes de l'Europe, mais le bien de la France dans l'Europe. C'est-à-dire que c'était avant tout une représentation de la France au sein de l'Europe qui était dans l'esprit de tous les électeurs et dans l'esprit, y compris des députés qui étaient élus. À partir du traité de Lisbonne, c'est différent. Parce que le député européen n'est plus du tout un représentant de l'État français. Le député européen, il est désormais représentant de la personne juridique indépendante qu'est l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il est lié par l'Union européenne et son rôle n'est plus de porter la voix du pays qu'il a élu au sein de l'Europe, son rôle est de porter la voix de l'Europe au sein des pays. Vous savez, ça fait un peu penser, on dit souvent aux étudiants en droit, lorsqu'il y a eu, après la défaite de 1870, les premiers votes, on disait, mais que fait-on des députés qui ont été élus en Alsace-Lorraine alors que l'Alsace-Lorraine est tombée entre les mains des Allemands? Est-ce qu'ils peuvent continuer à participer ou est-ce que finalement ils ont disparu en même temps que disparaissait la province dans laquelle ils ont été élus? Et le droit constitutionnel répond non, 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 vous vous trompez. Enfin, en tout cas, c'est une des grandes formules que l'on apprend aux étudiants. Vous vous trompez. Ils n'ont pas été élus par l'Alsace-Lorraine. Ils ont été élus en Alsace-Lorraine. Ce qui est complètement différent parce qu'ils sont toujours représentants de la volonté nationale au sens fort du terme. Et donc cette volonté nationale est indépendante de l'origine géographique. Chaque député est censé représenter la nation et avoir une conception forte de ce qu'est le bien national en tant que tel.
D'où, par exemple, au temps du général de Gaulle, l'affaire des bouilleurs du cru, où on a reproché aux députés d'être godillots et de suivre de trop près ce que voulait leur électorat, en leur disant « vous n'êtes plus des députés qui représentaient la volonté nationale, vous êtes en train de devenir des députés qui représentaient un électorat, et ça n'est pas compatible ». Eh bien, avec ce qui s'est passé et le traité de Lisbonne, en fait, les députés sont élus en France, mais pour l'Europe. Donc les assistants parlementaires et les députés en question, quand ils travaillent en France, pour mieux comprendre le problème politique en France, eh bien, avant, c'était logique. Maintenant, ça ne l'est plus. Et donc, je pense que le RN, n'ayant pas suffisamment vu de près toutes ces conséquences, n'a pas vu, lorsque c'est passé, qu'il devait, dès l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, se poser la question de savoir si on pouvait continuer à travailler avec les assistants parlementaires de la même façon que celle qu'on avait mise en place auparavant. Et donc, ils ont été rattrapés par le traité. Ils sont victimes du traité de Lisbonne sans même l'avoir. Et je dirais que dans le jugement qui a été rendu, c'est intéressant, là je parle vraiment pur juriste en quelque sorte, mais en juriste qui s'intéresse à la vie politique. Dans le jugement qui a été rendu, il y avait notamment une mention un peu scélérate, consistant à dire oui, et puis votre cas est aggravé parce que vous ne dites rien contre l'Europe et pourtant vous ne la servez pas comme vous devriez. Voyez, si vous aviez été très comment dire, négatif vis-à-vis de l'Europe, que vous aviez milité contre elle, etc., vous auriez été légitime à faire ce que vous avez fait, tandis que là, vous n'êtes pas légitime puisque vous n'avez pas contesté. Vous n'avez pas contesté le traité de Lisbonne, vous n'avez pas contesté la perte de souveraineté, vous n'avez pas contesté le fait que l'Europe désormais s'imposait dans des conditions qu'on n'avait jamais vues auparavant, et vous n'en avez pas tiré les conséquences, donc ça aggrave votre cas. Et d'une certaine façon, c'était une façon de dire, mais vous n'avez pas vu, parce que vous n'avez pas travaillé suffisamment cette question, et vous n'avez pas vu ce qui changeait. Et ça vous retombe un petit peu dessus par le biais de cette poursuite en justice qu'on a diligentée contre vous. C'est remarquablement souligné, parce que hier, cette affaire-là, moi, je l'ai vécue, j'étais au Parlement européen, et moi, j'ai été entendu dans cette affaire. Donc, l'avantage, c'est que moi, je m'en suis sorti avec le petit papier disant il n'y a rien à lui reprocher, et d'ailleurs, ils l'ont beaucoup regretté, parce qu'en réalité, ils voulaient me faire payer mes engagements politiques, parce que l'Union européenne a un sens très particulier. Vous lui devez fidélité jusque dans votre correspondance privée. Enfin, il y a un côté, fonction publique 1942. Voire religieux. Totalement. Non, mais si vous voulez, je l'avais demandé à un juriste communautaire. Je lui ai dit, un jour, je m'engueule avec ma fille, elle peut me dénoncer sur ce que je dis à la maison. Elle me dit, fais attention. Elle me dit, fais attention. Je vais vous en être là. Bon. Or, ils en sont là. Et on a bien vu, en tout cas, moi, à titre personnel, je l'ai bien vu, mais je l'ai rarement entendu aussi synthétiquement que ce que vous venez de faire. Ils ne se sont pas rendus compte de ce que l'Union européenne est en train de devenir. Et de ce qu'elle devait devenir depuis le début. Parce que on accuse l'acte unique, etc. Non. L'histoire communautaire doit être mise dans son bon sens. C'est que ce n'est pas la gentille Europe qui a dévié après De Gaulle, non. L'Europe devait finir là où elle est là. De Gaulle est l'accident de la construction communautaire et lui a fait perdre 20 à 30 ans. Le projet était d'emblée. Le projet était d'emblée, et l'homme qui essaye d'être Macron avant Macron, c'est Giscard d'Estaing. Et en réalité, c'est d'ailleurs pour ça qu'il rédige la Constitution. Parce que lui, il veut refaire ce qu'il a raté dans le saut fédéral qu'il voulait faire dans les années 70, et qui, heureusement, par l'effondrement du serpent monétaire, n'a pas eu lieu. Sinon, la France n'existerait déjà plus. Oui, c'était la revanche de Valéry Giscard d'Estaing. Oui, totalement. Or, je pense que tous les opposants, parce que, si vous voulez, ça c'est quelque chose de structurant, et c'est pour ça que votre livre est extrêmement important. Parce que votre livre clôt une grande querelle des opposants à l'Union européenne, que j'appelle la querelle du juridisme. C'est-à-dire, vous avez des gens qui disent, finalement, les traités, c'est pas grave. Non, les traités, vous êtes face à une utilisation très particulière et germanique du droit. Vous êtes face à un Zollverein. C'est l'équivalent d'un serpent constricteur. C'est-à-dire qu'il va vous étouffer progressivement. C'est un texte constitutionnel au sens fort du terme. C'est d'ailleurs l'une des questions que pose la situation actuelle, c'est peut-être une question que vous m'auriez posée un peu à la fin de l'entretien, que fait-on, quelles sont les solutions, etc. Mais nous allons y c'est ça. Parce que justement, mais vous avez deux voies de solution.
dont une qui est très originale, mais qui m'apparaît très compliquée. Oui. Alors, justement, la difficulté, c'est ce juridisme. Bon, déjà, on a des textes qui sont difficilement compréhensibles. C'est-à-dire que quand vous prenez le traité de Lisbonne, que j'ai mis en annexe d'ailleurs de mon livre, eh bien, vous ne pouvez absolument pas comprendre de quoi il s'agit. Pour comprendre le traité de Lisbonne et son apport, il n'y a pas d'autre solution que de prendre article par article, ligne par ligne, et de faire des comparaisons entre l'ancien article du traité Union européenne et puis le nouveau, et de même pour le second. Et à ce moment-là, vous voyez apparaître à un endroit un bout de paragraphe, une mention, est supprimée une fin de phrase, une autre fin de phrase vient prendre sa place, un paragraphe vient s'installer entre 3-4 autres paragraphes, ce qui fait que ça, on modifie complètement le sens général du chapitre, etc. Donc pour l'immense majorité des gens, déjà lire un traité européen, c'est quelque chose qui n'est pas simple, mais être capable de voir ce qui s'est passé avec le traité de Lisbonne, c'est quasiment mission impossible. Alors la difficulté, c'est que ça reste quand même un texte, aujourd'hui, c'est devenu un texte à valeur constitutionnelle, pour toutes les raisons qu'on a évoquées à l'instant. Et souvent, on entend des opposants au traité dire il faut simplement faire un référendum, et puis on résoudra la question, on s'opposera, et puis on va faire un Frexit, et puis si on n'est pas content des conditions qu'on nous impose pour le Frexit, on part de toute façon. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Pourquoi ? D'abord parce que, s'agissant de la possibilité de sortir, le texte lui-même du traité de Lisbonne donne les conditions qu'il faut remplir pour être autorisé à sortir. C'est-à-dire, vous demandez à sortir, mais ce n'est pas parce que vous demandez à sortir que vous sortez comme ça. C'est-à-dire qu'une négociation s'engage, qui peut durer jusqu'à 2 ans. Alors, le traité est un petit peu muet. Quand le délai est clos, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas d'accord ? Mais on négocie et on impose aux sortants, les autres États impose au sortant les conditions qu'il doit respecter pour sortir. Ce qui fait que si vous voulez sortir et qu'on vous impose des conditions extrêmement dures et que vous décidez de ne pas rentrer dans ce jeu et de sortir par un coup de force, la question qui va se poser, c'est que vont faire les juges français ? Les juges français, eux, ils sont ce qu'on appelle les premiers juges européens. Tout à fait. Donc, ils vont faire leur métier. C'est-à-dire qu'ils vont partir du principe que puisque le traité est entré en vigueur, il faut l'appliquer. Le traité fixe les conditions de la sortie, il faut les respecter. Si le gouvernement qui sort ne les respecte pas, nous, juges, nous annulons ce que fait le gouvernement. Parce que le gouvernement doit respecter le traité, y compris dans les conditions qui sont fixées lorsque l'on veut sortir du traité. Et d'une certaine façon, c'est quasiment impossible de dire à des juges de ne pas faire ça. C'est un petit peu l'explication c'est pour ça que j'ai démissionné, moi, de mes fonctions de magistrat, à cause du traité de Lisbonne. Parce qu'on ne peut pas, quand on est magistrat, ne pas appliquer ces textes, sauf, et c'est la seule solution qui peut exister, sauf à ce que le débat fasse enfin apparaître la vérité et que l'ensemble des Français se rendent compte de la forfaiture dans laquelle on les a enfermés, des conséquences dramatiques dans lesquelles on se trouve, aujourd'hui, y compris avec les menaces de guerre, dont on reparlera, je pense, l'enfermement de la souveraineté, la suppression pure et simple de la souveraineté de l'État, et que brusquement, il y a une sorte de mouvement de rejet qui se crée, et ce mouvement de rejet, il est possible parce qu'ils se souviendront qu'ils avaient dit non, et que c'est par un vote scandaleusement antidémocratique qu'on est passé par-dessus le non. Et c'est la force de la France, c'est la force des Pays-Bas dans cette affaire. Les autres États sont dans une situation difficile parce qu'il n'y a pas eu de violation de leurs règles constitutionnelles lors de l'adoption du traité. Nous, il y a une violation claire et nette des constitutions nationales qui interdisaient ce qui s'est fait. Et même dans les documents préparatoires au traité, on rappelle constamment, ce qui est la moindre des choses, que la ratification doit se faire selon les règles nationales en vigueur. En France, pour ratifier, il fallait donc faire autre chose que ce qu'on a fait, puisque le référendum interdisait la ratification par une simple loi, fût-elle en congrès. Et là, les Français, comme les Pays-Bas, ont la possibilité de dire à leurs partenaires « Nous avons un vrai problème ». Parce que regardez, tout notre débat public est miné par cette affaire. On voit au fur et à mesure que le malaise que ressentent les Français, puisque je parle pour la France,
est nourri, même si ce n'est pas conscient, par ce sentiment de la rupture totale entre le peuple et les classes dirigeantes ou les parties dirigeantes de l'État. Vous avez raison de ne pas vouloir parler d'élite, hein. Je crois que le terme d'élite, on l'emploie à tire-larigot, mais c'est extrêmement mal fondé. C'est tout sauf des élites, la plupart du temps. Sur le plan intellectuel, sur le plan de la rigueur, etc., on se demande ce qui mérite le terme d'élite. Bien. Eh bien, donc on est en mesure de dire, nous, Français, et vous, partenaires européens, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que nous, notre soutien est miné de l'intérieur, et donc il faut renégocier. Il y a des choses que nous avions rejetées par la voix du peuple, on ne peut pas continuer à faire comme si ça n'avait jamais été fait. Le souci, c'est que là, on retomberait, c'est l'un des points que je trouve très problématique dans ce scénario-là, c'est qu'on retomberait comme base sur la construction communautaire précédant Lisbonne, qui est tout aussi nuisible. Avec un avantage, c'est que si vous sortez du traité de Lisbonne, vous n'êtes plus tenu par les conditions de sortie, vous sortez. Dites-nous en plus. Et oui, parce que avant le traité de Lisbonne, il n'y avait pas de texte qui régissait la sortie. On sortait ou on ne sortait pas, c'était une zone grise. Vous voyez ? Avec le traité de Lisbonne... C'est d'ailleurs suite aux demandes des Britanniques et des Américains qui ont dit vous n'avez même pas l'équivalent de l'article de sortie de la Convention de Vienne. Oui. Parce qu'en réalité, c'est d'où le délai de 2 ans, hein, qui est recopié de la Convention de Vienne. Bien sûr. Eh bien, donc, avant, ça n'existait pas. Désormais, on admet qu'on peut sortir, ce qui est une tautologie. Bien sûr qu'on peut sortir. On peut sortir d'un traité. Lorsqu'on est des États souverains, on peut sortir d'un traité. Donc, si vous voulez, dans la situation avant, si on réfléchit, si les États sont encore des États souverains, ils peuvent sortir lorsque leurs intérêts souverains sont en jeu. Ils ont le droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer de façon indéfinie, sans terme, un traité à des États souverains. Il faut qu'à un moment donné, les peuples puissent dire s'ils veulent rester ou pas. C'est nécessaire. Ou alors, il faut qu'il y ait une disposition expresse qui l'interdise une bonne fois pour toutes. Ce n'était pas le cas. Avec le traité de Lisbonne, on se rend compte qu'il faut changer ça. Donc, on introduit une procédure pour sortir. Vous faites une demande, on étudie votre demande, on vous dit à quelles conditions vous devez remplir, et si vous remplissez les conditions, vous pouvez sortir, sinon vous ne sortez pas. Parce que si vous sortez alors que les conditions ne sont pas remplies, les juges vous condamneront. Hein, c'est ça le système. Eh bien, si on arrive à sortir du traité de Lisbonne en faisant valoir l'illégitimité complète de ce texte, certes, on va revenir à une situation qui n'est pas satisfaisante. Mais dans cette situation-là, si on sort, les juges n'ont plus matière à s'y opposer. Et c'est un changement qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on se débarrasse de cette forfaiture dans la forfaiture qui a consisté à dire « oui, ok, vous pouvez sortir », ce qui normalement devrait aller de soi, mais vous ne pouvez pas sortir sans remplir telle condition que nous allons fixer, nous, les autres États, à l'unanimité de notre vote. Et donc, à partir de là, si on fait tomber ces dispositions-là, eh ben on peut sortir lorsqu'on l'a décidé. Et là, pour le coup, la procédure de sortie devient la procédure de droit commun des traités et internationaux. Donc... Exactement, avec dès lors qu'une volonté dans un des États souverains s'est fait sentir, etc. Et là, on résout la question de la justice, parce qu'on parle du gouvernement des juges. Oui, il y a une tentation des juges à aller trop loin. Particulièrement Bien sûr. Avec le droit communainaire qui fait... Bien sûr. L'administration française serait pas d'une servilité sans nom. Oui, alors moi je parle de zèle, de zèle, parce que j'essaie d'être prudent davantage en raison de mes anciennes fonctions, par respect pour tous mes anciens collègues, mais j'ai toujours vu un zèle extraordinaire. Dès qu'il était question de sanctionner la France pour faire passer un texte droit européen au-dessus du texte français, si vous voulez, le magistrat, c'est un peu compréhensible, il a un sentiment de jouer un rôle à un niveau supranational. Il a le sentiment d'avoir une fonction qui a gagné en noblesse, qui a gagné en brillant, qui a gagné en force. C'est logique, puisque le propre État qui lui paye sa pension ou qui lui paye son traitement est sanctionné par lui. C'est-à-dire que le juge se met vraiment au-dessus de la France quand il condamne la France. C'est un petit peu également ce que font les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, avec une circonstance aggravante, on peut en dire un mot, c'est que la Convention européenne des droits de l'homme, à laquelle le traité de Lisbonne fait que l'Union européenne a adhéré. Alors, c'est un vaste problème parce qu'on n'a pas encore réussi à le mettre complètement en place, tellement ça pose certaines difficultés juridiques qui n'avaient pas été vues. Mais enfin, le traité est très clair, l'Union européenne adhère à la Convention européenne des droits de l'homme. Et ça, c'est absolument sidérant. Pourquoi ? Parce que qui nomme les juges de la Cour européenne des droits de l'homme ? Ils sont nommés par cooptation par les gouvernements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concours, il y a simplement, tiens, on va nommer un tel, et on l'envoie à Strasbourg. Mais ces juges sont nommés par le Conseil de l'Europe, par les États du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire 46 pays, dont donc
la différence entre 27 et 46, c'est-à-dire 19, ne sont pas membres de l'Union européenne. Tout à fait. Et voilà donc une entité juridique qui va imposer sa loi non seulement aux États français et autres, telle qu'elle le fait maintenant, mais également à l'Union européenne. Et cette loi est imposée à l'Union européenne par des juges dont certains sont nommés en dehors de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'un juge de l'Azerbaïdjan peut être amené à sanctionner l'Union européenne sur une question qui touche y compris la Constitution française et par ce biais-là à intervenir contre la Constitution française. Donc on est dans un, on est dans un système absolument ahurissant. Mais alors, c'est vrai que le gouvernement des juges, c'est une menace, mais on est obligé de tenir les deux en même temps. Les magistrats, lorsque aujourd'hui ils appliquent le droit européen, ils font leur métier. Alors certes, ils le font peut-être avec zèle dans certains cas, mais on ne peut pas leur demander de ne pas le faire. Parce que s'ils n'appliquent pas le droit européen, ils violent le serment qu'ils ont fait d'appliquer la loi. Donc là où les choses ne vont pas, c'est quand, sous prétexte d'appliquer la loi, on va extrêmement loin dans les définitions. Ce que fait la CEDH. Elle a un article sur le droit à une vie familiale normale, elle en tire des conséquences ahurissantes dans tous les domaines qui s'imposent à tous. Juste 2 points par rapport à ça. Quand on connaît bien le droit, les affaires migratoires, moi c'est une discussion juridique, puisque bon, vous avez toute une partie de gens dans la droite anti-immigration qui en réalité sont européistes et qui voudraient que l'Union européenne ne soit pas immigrationniste, ce qui ne correspond pas à l'ADN de l'Union européenne marqué dans ses traités. L'Union européenne est foncièrement immigrationniste parce que, pour elle, l'immigration est une libre circulation de facteurs de production. Et on en a besoin. Ça fait partie des 4 libertés, point barre. Donc, si vous voulez, l'Union européenne contre l'immigration, ça n'aura jamais lieu. Ou alors, elle se tire elle-même une balle dans le pied en assassinant ce qui fait son ADN pur, c'est-à-dire les 4 libertés qui se... La liberté de circulation, en fait, c'est quand même les ressortissants, c'est au sein de l'Union européenne. Mais par contre, l'Union européenne admet qu'elle a besoin d'une main-d'œuvre extérieure, mais qu'elle ne fait pas à l'intérieur. Mais même, vous avez 400 000 emplois détachés qui détruisent des pans entiers de notre économie en France parce qu'ils amènent le droit des pays d'Europe de l'Est ici. Si l'un des premiers effets du Brexit a été une augmentation pour des tas de professions, routiers, infirmières, etc., de salaire de l'ordre de 10 à 15%. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ont été renvoyés chez eux et qu'ils tiraient des pans entiers de l'économie britannique par le bas. Si vous voulez, l'Union européenne ne peut pas renoncer à cette mobilité de facteurs. Quand on sait en plus qu'une partie des nationalités de l'Union européenne s'achètent, les Turcs en profitent suffisamment depuis très longtemps. En Allemagne notamment. Vous n'êtes pas prêt à une politique anti-migratoire. D'ailleurs, Erdogan l'a bien compris, tous les pays limitrophes l'ont bien compris. Ils ne sont pas devenus ils n'ont pas pris comment dire, le rôle d'intermédiaire avec les passeurs pour rien. Or, le grand problème qui se pose sur le fait migratoire, c'est que le fait migratoire n'a pas commencé au traité d'Amsterdam comme on le pense. Quand on voit le manuel européen du droit du migrant, disponible sur le site de la CEDH, que nous dit la CEDH ? La CEDH nous dit, de manière totalement benoîte, au nom du dialogue des juges, nous avons suppléé la Cour des communautés, puis CJUE, sur les matières dont l'Union européenne n'avait pas encore, où l'Union européenne ne s'était pas encore assise sur les États, et entre autres l'immigration. Mais en total dialogue des juges avec elle. Et ce, dès le début. C'est la CEDH elle-même qui le dit. D'où l'adhésion du traité de Lisbonne. L'adhésion à la fin, c'était... Parce que la CEDH permet, dans certains cas, d'aller plus loin. Alors, la Charte des droits fondamentaux aussi. La Charte des droits fondamentaux en rajoute également. Alors, sur le plan de l'immigration, juste 2 observations, parce que les gens ne le savent pas. Je relève dans mon livre un débat qui était très frappant. On venait de régulariser plusieurs centaines de milliers d'immigrés en Espagne. Et c'est un débat télévisé, je pense. Je crois que c'était Philippe de Villiers qui dit « Mais que va-t-on faire? Est-ce qu'on va accueillir ces gens-là? Puisque maintenant, ils sont dans l'espace européen, avec la libre circulation des personnes. Il y a même des dispositions dans le traité de Lisbonne, ce qui est tout à fait exact, qui disent qu'il faut qu'on mutualise les frais. Donc, même si l'Espagne fait venir des centaines de milliers de personnes et que ça coûte très cher à l'Espagne, il faudrait que l'ensemble des autres pays participent au financement. Donc, on participe tous au financement.
de ce type de choses. L'Allemagne a utilisé lors de la grande crise des migrants. Voilà. Et donc, à l'époque, c'est Jean-François Copé qui lui dit « Mais enfin, c'est scandaleux, le traité dit exactement le contraire. On vous dit en toutes lettres que les États restent même maîtres de fixer les quotas d'immigration. » Et à l'époque, c'était pas encore mûr, donc Philippe de Villiers n'a pas répondu sur le texte lui-même. Mais ça, c'était une aberration de la part de M. Copé, parce qu'en fait, il visait une disposition qui est très spécifique. C'est la disposition qui vise les personnes qui viennent d'un État tiers, entrer en France par exemple, mais pour exercer un emploi salarié ou véritablement avec les conditions d'une autorisation de travail, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi ils viennent sur un marché où ils ont besoin d'avoir une autorisation parce que l'État français veut veiller à ce qu'il n'y ait pas du coup trop de gens qui viennent et que ça mette en difficulté ce qu'on appelle un secteur sous tension. D'accord ? Mais tout le reste, c'est-à-dire que tout ce qui est l'asile, le regroupement familial, l'immigration de plaisir... Qui fait près de 70% du cheptel. C'est tout le reste de l'immigration. L'immigration qui pose problème. Parce que l'immigration de gens qui viennent travailler avec un contrat de travail ici, ça n'a jamais posé quelque problème que ce soit. Mais toute l'immigration qui pose problème... Lui, ce sont les minorités. Voilà. Et bien tout ça, c'est de la compétence européenne dans le traité de Lisbonne. C'est aligné dans l'article 79 de façon très détaillée. Et j'étais frappé parce que j'ai eu la possibilité de le citer dans cet ouvrage aussi, parce que j'étais en train de terminer les dernières lectures, et j'ai rajouté ça, c'était tellement gros. C'était le ministre Barrot des Affaires étrangères qui réagissait à propos des problèmes d'influenceurs algériens, etc. Réunion à Matignon, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, c'est tout un cinéma devant les médias. Et il dit en toutes lettres à la presse, écoutez, ce qu'on va faire, parce qu'au plan national, ça ne passe pas bien, on est plus efficace si on passe au plan européen, donc on va passer au plan européen. Soit dit en passant, on n'aurait plus entendu parler depuis, évidemment. Mais quand il dit ça, il trompe encore les Français. Parce qu'il sait très bien que ce n'est pas parce qu'on estime en France que c'est plus efficace d'être au plan européen qu'on va aller au plan européen, si tant est qu'on y aille. C'est qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas la compétence. C'est l'Europe qui a la compétence. Donc quand on dit on va revoir toute la politique migratoire, toute la politique visa, etc., on n'a pas cette compétence. Oui. C'est l'Europe qui l'a. Mais donc on a une sorte de débat qui est constamment faussé. Et ce qui devient absolument révoltant dans cette affaire. Et alors, ça fait des démocraties Potemkin. Honnêtement, c'est épouvantable. Et alors, je vais vous raconter quelque chose, les gens ne le savent pas, à propos de la Charte européenne, de la Charte des droits fondamentaux. Alors là, ce que je dis dans mon livre, c'est absolument incontestable comme le reste. Pourquoi ? Parce que je me suis basé sur un ouvrage paru en 2001 aux éditions Le Seuil, Le Point, Le Seuil, qui est un ouvrage rédigé par un ancien très bon technicien. Hein, je me garderais bien d'ailleurs de mettre en cause sa compétence technique. C'était l'ancien président de la section du contentieux du Conseil d'État. Et remarquable, auteur et ensuite co-auteur, la suite a été reprise par d'autres après, du grand manuel sur lequel travaillent tous les étudiants en droit en matière administrative, les grands arrêts, la jurisprudence administrative. Voilà. Le Gaja. Le Gaja. Et il écrit donc dans cet ouvrage, il décrit la façon dont se sont déroulés les travaux de la Convention. Et honnêtement, quand on lit ça, le livre vous tombe des mains. Parce qu'il dit, voilà, au début, nous étions chargés de faire le recensement de l'ensemble des droits existants en Europe pour essayer de voir un petit peu ce qui était, comment préciser, etc. Et il écrit en toutes lettres, nous avons décidé de faire un petit coup d'État en partant du principe qu'on devait y compris formuler et inventer des droits nouveaux. Et ça a renforcé notre légitimité. Vous pesez les termes. Il admet qu'il est en train de faire un coup d'État, c'est-à-dire qu'il est en train de sortir de la fonction qu'on lui avait confiée, et il en déduit que sa légitimité est plus grande. C'est-à-dire qu'il en déduit qu'il faut, dans le système qui est le nôtre, qu'il y ait des éléments qui viennent d'on ne sait où et qu'on va imposer par une torsion de ce qu'on aurait dû faire et une torsion du droit. Et alors après, il explique comment ça s'est passé. Alors il dit, oui, alors on était un présidium, 5 personnes, en réalité que 3, hein, simplement. Et c'était un peu compliqué pour les gens parce qu'il y avait des gens qui venaient à travailler en séance, mais on n'avait pas eu le temps de faire les traductions. Donc on faisait juste l'anglais, l'allemand, le français. Et tous les autres qui ne parlaient aucune de ces 3 langues, ils étaient obligés de faire une traduction à toute vitesse ou qu'on leur explique de quoi il s'agissait. Et là, ils prenaient leurs décisions. C'est-à-dire que les textes n'étaient même pas envoyés à l'avance dans la langue de chacun des États pour que chaque personne intéressée dans ces États, au plan gouvernemental, puisse travailler. Tout à fait typique d'institution communautaire pour y avoir sujet. C'est incroyable. Et alors, il dit, au début, on a voulu voter. Et puis, on s'est dit, non, c'est compliqué de voter. Il ne faut pas voter. On va faire le consensus. On va procéder par consensus. Et alors, il ne se rend même pas compte de ce qu'il écrit, parce qu'il dit, on va faire par consensus. Et alors, tenez-vous bien, vient un jour la question des racines chrétiennes de l'Europe. Et il dit, on ne vote pas. Et on constate quand même qu'il y a une majorité de gens
qui disent qu'il faut mettre ça dans le texte de la Charte des droits fondamentaux. Finalement, on ne l'a pas fait, parce que ce n'était pas opportun. Voilà. Donc, même dans ce cas-là, il avoue qu'il n'y avait pas de consensus. Le consensus existait en sens inverse en faveur des racines chrétiennes de l'Europe. Et il s'enorgueillit de ne pas avoir donné suite. Et alors, attendez, le plus beau, c'est l'une des explications qu'il donne à cela. D'abord, il dit Chirac et Jospin étaient complètement d'accord sur tout. À un moment donné, on avait peur parce que c'était la période de la cohabitation. Donc les gens qui avaient élu Chirac président de la République pensaient que Jacques Chirac, sur les questions de famille, sur les questions sociétales, etc., aurait sans doute une opinion différente de celle de Jospin qui venait du trotskisme. Bien. Pas du tout. Non, Il nous dit non, ils étaient d'accord sur tout. Donc nous, moi, en tant que représentant au Présidium de la France, et puis chargé de mettre tout ça en place, je savais que j'avais un accord complet sur tous les sujets, dans les points de détail y compris, de Jacques Chirac et de Lionel Jospin, ce qui est quand même assez ahurissant. Et alors donc les racines chrétiennes, il dit, j'ai demandé s'il n'y avait pas eu un rôle de l'islam dans le passé, dans l'histoire européenne. Alors, il dit, je n'ai pas eu de vraie réponse là-dessus. Et puis j'ai fait remarquer que si on veut accueillir... Il y en a oui, mais dans le sens du rejet. Mais dans le sens du rejet. Exactement. Il y a eu la Reconquista en Espagne, il y a eu Charles Martel qui arrête les Arabes à Poitiers, etc. Enfin bon, voilà. Donc c'est ahurissant, mais il va plus loin, il dit, écoutez, nous, notre projet, il est universaliste. Et là aussi, on en reste sidéré. Il dit, il est universaliste. Nous prenons des valeurs universelles. Et si nous commençons à dire que nous avons des racines chrétiennes, nous ne sommes plus universels. Et nous n'allons plus pouvoir accueillir des peuples qui, eux, ne sont pas chrétiens, comme la Turquie, par exemple, ou l'Azerbaïdjan, etc. Parce que si ce n'est pas un projet européen qui est tenu dans des frontières et qui se réfère à une histoire, on peut accueillir tout le monde. Le but essentiel, c'est que tout le monde soit d'accord sur les valeurs universelles. Et alors, on arrive à ce paradoxe incroyable, c'est qu'il dit la laïcité, donc c'est important, mais je refuse de dire que j'ai des racines chrétiennes alors que la création du Conseil de laïcité, c'est une création du christianisme. Donc, je refuse que j'ai des racines chrétiennes parce que, soi-disant, je veux la laïcité. Et il ajoute, ça me permet d'accueillir ensuite des pays comme la Turquie, qui, eux, sont musulmans et qui, dans leur islam, récusent au contraire toute idée de laïcité. Donc, on est dans une contradiction intellectuelle, juridique et morale qui est proprement sidérante. Mais ça montre bien, si vous voulez, que, au-delà de tout ce qu'on a dit sur le plan juridique, le projet du traité de Lisbonne, ce n'est pas un projet européen. Ça n'a rien à voir avec... Il faut que les gens le comprennent. Pourquoi on parle de la Géorgie qui pourrait adhérer à l'Union européenne? Elle est de l'autre côté de la mer Caspienne. Elle est à côté de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. C'est vraiment assez loin quand même de ce qu'on a l'habitude de considérer comme l'Europe. Si les Turcs n'entrent pas, c'est avant tout parce que dans l'accord entre les hommes d'Erdogan et les nationalistes, il y a le fait, les Européens, on utilise les critères de Copenhague pour neutraliser définitivement l'armée. Donc les islamistes sont tranquillisés et en échange, on leur prend du blé. Mais jamais on entrera dans cette machine à gaz, on n'est pas assez fou. On est beaucoup mieux à l'extérieur pour prendre du blé. Or, sinon, la Turquie serait peut-être déjà rentrée. Parce que c'est la volonté profonde de la CDU. Mais de toute façon, Erdogan est un des signataires du traité de Lisbonne. C'est quand même incroyable. Il y a sa signature sur le traité de Lisbonne. Il faut le voir pour le croire. Enfin, les gens ne le savent pas, mais il faut le voir pour le croire. Mais juste pour terminer, si vous voulez, donc, on est en train de dire, je renonce à ma racine chrétienne pour accueillir un pays musulman, et alors qu'il n'y a pas de laïcité dans l'islam. Mais la logique, c'est véritablement non pas de faire une Europe. La logique, c'est d'étendre une sorte J'allais parler de serpent de mer, mais non, parce qu'il est en train, vous voyez tout à l'heure de boa constricteur, c'est davantage vrai. C'est-à-dire quelque chose qui va étouffer au-delà des frontières actuelles. Et le paradoxe, c'est que, alors qu'on veut s'étendre jusqu'à, pourquoi pas, au Kazakhstan, voire encore plus loin, au nom de l'Europe et des valeurs universelles de l'Europe, eh bien, on est tout prêt à faire la guerre à la Russie, qui, elle, est incluse évidemment dans les valeurs européennes, mieux que ne peut l'être le Kazakhstan. Tout ça pour dire que dans la conception même de cette charte des droits fondamentaux, qui a reçu la même valeur que les traités, même la façon dont les travaux se sont déroulés illustre une volonté de cacher et de faire les choses en catimini. Et la conclusion des travaux, et ça c'est pas le moins sidérant, mais il écrit lui-même, si vous voulez, tout ce que je suis en train de vous dire, il suffit d'ouvrir son livre et c'est en noir et blanc écrit. Et c'est incontestable. Il dit, à la fin, il a fallu quand même une réunion de tous les chefs de gouvernement pour finir, dire, ok, ça va, on met la signature. Ça n'existait pas dans le Dieu de Fabre, par hasard.
Non, non, c'était Gaston Bréban, uniquement Gaston Bréban uniquement. Et il dit, donc on a réuni tous les chefs de gouvernement, et là, un certain nombre d'entre eux, enfin ceux qui nous regardent se disent, non, ce n'est pas possible, là, ce qu'on entend. Un certain nombre d'entre eux, écrit Gaston Bréban, on dit, ah non, ah, écoutez, non, non, là, ça va trop loin. Cette valeur, non, c'est pas bon. Et dit Gaston Bréban, on leur a expliqué que c'était trop tard, qu'il n'était plus question qu'ils remettent quoi que ce soit en cause dans la Convention, et qu'elle était écrite, elle était prête, on signe, point final, on se tait et on s'en va. Et c'est ce qu'ont fait les chefs de gouvernement. On en est resté là. Donc, je donne comme un autre exemple, parce que ce sont ces exemples-là qui foisonnent dans mon livre, mais qui montrent à quel point c'est concret, à quel point on vit un mauvais rêve. Il fallait consulter toutes les organisations européennes, les associations multinationales, enfin pas multinationales, internationales, européennes, etc. Et donc, Bréban écrit en toutes lettres, on leur a donné une journée. Il y en avait 64 qui avaient été recensées. 64 associations internationales européennes dont le but était de travailler sur les droits européens ou sur tout ce qui touchait aux garanties fondamentales en Europe. Il y en avait 64. Et Bréban écrit, on leur a donné une journée pour les 64. Et il ajoute, mais attendez, il ajoute, je reconnais que 4 minutes par association, ce n'était pas beaucoup. Mais quand on maîtrise bien son sujet, et là je cite textuellement ce qu'il écrit, 4 minutes, c'est déjà bien. Donc, les citoyens français découvrent que les droits fondamentaux ont été créés de la façon dont que je vous ai décrite, et que même les associations internationales européennes, on leur a donné en tout et pour tout 4 minutes chacune pour s'exprimer. Alors Bréban commente en disant, finalement, tout le monde n'est pas venu. Mais mettez-vous à la place de ces gens-là. Vous avez une association qui travaille depuis des années sur des questions fondamentales. On vous dit, vous avez 4 minutes pour vous expliquer. 4 minutes, on dit, c'est minutes porte à porte. C'est d'une pantalonnade. Je ne viens pas me ridiculiser en venant. C'est ça qu'ont fait les associations qui ne sont pas venues. Et donc, cette charte de droits fondamentaux, elle est fondée sur cette espèce de nuage de trahison. Et tout le traité lui-même est nourri de ces trahisons, même à l'intérieur des textes. Et même, c'est quand même le scandale le plus absolu, même dans la conception de ce qui est la charte des droits fondamentaux, c'est-à-dire le socle des grands droits que l'Union européenne va proclamer. Donc, on est dans un contexte. Et alors, quand on regarde ces droits fondamentaux, on s'aperçoit, d'ailleurs, ça avait été un des motifs du non de gauche au moment du référendum. L'un des articles consacrés au travail dit « Tout le monde a le droit de travailler, tout citoyen européen a le droit de travailler ». Et à l'époque, les tenants du non à gauche avaient dit « Mais attendez, ils avaient raison. Et le droit de travailler dans un pays qui connaît le chômage, etc., on se moque du monde. Les gens ne demandent qu'à travailler. S'il y a des chômeurs, ils aimeraient bien travailler, mais ils ne le peuvent pas. Ce qui est la vraie valeur, c'est vous avez un droit au travail, mais compris comme la conséquence du devoir de la société de faire tout ce qu'elle peut pour que vous puissiez travailler si vous souhaitez travailler, parce que vous en avez besoin pour vivre et nourrir votre famille. Donc, la vraie valeur, c'est ça. La société et les personnes qui constituent cette société sont liées entre elles. La société a un devoir vis-à-vis des personnes, les personnes de la même façon. Et le droit au travail, ce n'est pas un droit absolu comme dans les pays communistes, qui sont morts de ça, où on fait travailler soi-disant des personnes alors qu'ils ne travaillent pas et que ça ne sert à rien, qu'ils sont à un endroit où il n'y a aucune utilité sociale. Non, il faut toujours qu'il y ait cette initiative personnelle. Mais le droit au travail, c'est ça. Vous avez quelque chose qui peut être profitable, qui vaut la peine, qui est important, qui est intéressant, sans jugement moral, mais qui est utile, en tout cas, à la société. La société doit vous donner la possibilité d'exercer ce travail et que vous puissiez le faire dans des conditions normales. Mais dire à des citoyens européens que leur droit fondamental, c'est qu'ils ont le droit de travailler, alors que beaucoup d'entre eux attendent qu'on leur donne un emploi, c'est quand même ahurissant. Et ça, si vous voulez, dans la charte, il y a constamment des affirmations de ce type. Et c'est aggravé également parce que, là aussi, les gens l'ignorent complètement. C'est la première fois qu'on fait ça, d'ailleurs. Je n'ai jamais vu un texte qui soit construit comme ça. Vous avez dans la charte, en dessous de chaque article, un paragraphe d'explication. Qu'est-ce que c'est que ce paragraphe d'explication? C'est, on a posé un droit, il ne faudrait pas que les juges, éventuellement, plus tard, ou les citoyens veulent l'interpréter d'une façon qui ne nous correspond pas. Donc, on va mettre des explications sous l'article pour dire, voilà, cet article, il faut le lire comme ça. On n'a jamais vu ça. Et ces explications sont dans la charte, elles ont la même valeur que la charte. Quand vous prenez le texte, les traités européens, vous avez l'annexe à la charte des droits fondamentaux, qui, en vertu de l'article 6.1 à 6.4, a la même valeur que le traité, qui est construite avec les articles et les explications de chacun des articles. Mais qui a rédigé ces explications? C'est le petit présidium Gaston Bréban.
Donc ils ont lié par avance tous les citoyens et les juges, le cas échéant, sur la façon dont il fallait lire les textes. Et alors, par exemple, je donne une illustration avec la liberté d'enseignement. Liberté d'enseignement, oui, il y a une liberté d'enseignement, et par contre, ce n'est pas tout à fait la même chose quand on parle de liberté de créer des établissements d'enseignement. Vous pouvez enseigner quand vous êtes à la mosquée, quand vous êtes à l'église, vous pouvez enseigner les gens dans le domaine cultuel. C'est ça que ça veut dire. Par contre, si vous voulez créer un établissement d'enseignement, donc les écoles privées hors contrat ou sous contrat, eh bien, vous devez respecter les principes démocratiques. Et qu'est-ce que c'est que les principes démocratiques? C'est notamment la laïcité. Et ça, c'est dans l'explication. Et Brabant dit, on aurait voulu le mettre dans le texte principal, on s'est dit que c'était peut-être un peu trop rapide, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, toute personne qui veut aujourd'hui créer un établissement d'enseignement hors contrat est censée respecter le principe de laïcité. Oui. Ça condamne, évidemment. Alors, ça condamne une large part dans le monde de exactement. Alors, on peut dire, et ça visait peut-être également l'islam. Je n'en sais rien, parce qu'on ne voit pas trop les manifestations d'un contrôle sauf ici ou là. Mais ça met en cause totalement quand même tout le mouvement issu d'ailleurs des commentateurs du Vatican, qui ont tous adopté le traité vraiment sans aucune hésitation, en disant c'est magnifique, c'est un traité, c'est superbe. Et ils n'ont pas vu toutes ces menaces. Ils n'ont pas vu toutes ces menaces qui étaient vraiment dans le traité, et qui correspondent donc à cette série de petites trahisons ou de grandes trahisons qui ont abouti à cette proclamation de la Charte des droits fondamentaux. Donc voilà, là encore, quelque chose que les juges sont obligés d'appliquer, alors que s'ils réfléchissent et s'ils lisent ne serait-ce que la première partie de mon livre, ils sont amenés à se dire, mais ce texte-là, il n'est pas légitime. Ce texte-là n'est pas légitime. Il a peut-être été ratifié, mais dans des conditions qu'on connaît, qui ne sont pas les bonnes, et en plus, il a été créé dans des conditions scandaleuses. Donc, il n'est pas légitime. Mais on peut arriver à faire avancer. C'est par une information très poussée, fondée sur des choses qui sont faciles à comprendre, qu'on peut mobiliser les citoyens français et leur faire prendre conscience du piège infernal dans lequel on les a enfermés. Alors, on peut essayer d'en rire un peu, parce que parfois, le rire est un bon exutoire. J'aime bien prendre l'exemple de ce qui se passe actuellement avec la guerre en Ukraine. Dans le traité, vous avez un chapitre entier. D'ailleurs, j'ai vu ici ou là des articles disant l'Europe n'a pas de compétences en matière de défense. Si, il y a un chapitre entier qui est consacré à la politique de défense commune. Alors c'est vrai que dans les articles préliminaires, on voit les États sont seuls maîtres de leur sécurité nationale, mais sécurité nationale, c'est la sécurité dans les républiques. Mais après, vous avez la défense commune. Et cette défense commune, elle est beaucoup plus précise qu'avant. Alors, on retrouve la compatibilité avec celle de l'OTAN. Bien sûr. Donc, on est lié à l'OTAN, on ne doit pas faire autre chose que ce que veut l'OTAN. Mais on met en place toutes les structures pour que, lorsqu'une décision a été prise par le Conseil européen, eh bien, les représentants de l'Europe puissent prendre, le haut représentant pour les affaires étrangères et la défense, puisse prendre la direction d'unités militaires envoyées, mises à disposition par les États de l'Europe. C'est-à-dire que la logique du traité, c'est de dire une fois qu'on a décidé, pourquoi pas d'aller faire quelque chose dans un pays tiers, pourquoi pas en Ukraine, eh bien, on a décidé, vous, Français, on vous demande de mettre à la disposition de l'Europe et des commandements militaires de l'Europe qu'on va créer ou qu'on est en train de créer, des unités militaires qui sont susceptibles d'intervenir sur un territoire étranger. Et alors là, tout ce qui est autorisation du Parlement, etc., ça pose problème, puisque c'est prévu par le traité. Donc, vous voyez, et alors, là où ça se retourne, et c'est là où ça devient un peu risible, mais je dirais que c'est ce que j'appelle se prendre les pieds dans le tapis lorsqu'on trahit. Lorsqu'on trahit, il y a forcément quelque chose qui vous retombe dessus tôt ou tard. Oui, c'est le syndrome Iago. Ouais. Exactement. Donc, si vous voulez, quand on a mis ça dans les traités, déjà avant le traité de Lisbonne, c'était déjà pas aussi fortement proclamé, mais c'était déjà proclamé. Mais à l'époque, il y avait également l'UEO qui était censé jouer un rôle, etc. Bref, quand on a mis ça, on portait atteinte à tout ce qui était dit aux citoyens européens, qui consistait à leur expliquer qu'avec l'Europe, on allait créer une puissance d'équilibre entre les blocs américains et puis les blocs russes ou asiatiques. Et que l'Europe pourrait jouer un rôle un petit peu central, pacificateur, etc. Et ça, c'était l'impôt à crétin, disons. C'est l'impôt à crétin de l'époque. Ça. Exactement. Donc, en même temps, dans le texte, on dit que c'est compatible avec l'OTAN. Donc, on trahit ce qu'on a dit aux citoyens. Parce qu'on a créé une Europe qui est toujours entre les mains de l'OTAN. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sur le plan de défense si l'OTAN n'est pas d'accord. Et là où c'est amusant, c'est qu'aujourd'hui en Ukraine,
si vraiment, par exemple, l'administration Trump laisse tomber l'Ukraine et que les États-Unis décident de ne plus apporter d'aide militaire financière à l'Ukraine. L'OTAN se vide de sa substance. Par nature. Voilà, par nature, il ne reste rien. Il reste quoi, 5 ou 10% de puissance, et ça ne représente rien. Ça veut dire que l'OTAN se retire, que l'OTAN n'a plus la politique qui est la sienne aujourd'hui de soutien à l'Ukraine. Si les dirigeants européens, le président de la République française en tête, continuent à dire on mène la guerre quoi qu'il arrive, même sans les Américains, ils violent le traité de Lisbonne. Il ne respecte pas le traité de Lisbonne qui lui dit en toutes lettres vous ne devez jamais avoir de défense dont la politique ne soit pas compatible avec celle de l'OTAN. Alors si vous faites la guerre alors que l'OTAN ne veut plus la faire, ça n'est plus compatible. Donc on a une sorte de retournement complètement absurde qui montre que ce traité, même dans ses dans ses aspects les plus négatifs, était tellement à côté de ce que souhaitaient les peuples que ça retombe sur ceux qui l'ont promu d'une façon totalement inattendue. Je me permets de rebondir avant que nous arrivions à la fin de cet entretien. Si vous voulez, nous, on était en commission de la défense au Parlement européen. Donc, si vous voulez, je me permets, parce qu'il y a aussi des points de désaccord, si vous voulez, en acte, et je comprends tout à fait, parce que la lecture du texte est exactement celle que vous faites. Quand vous voyez le texte fonctionner, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, les représentants de l'OTAN sont, pendant les 5 ans que j'ai passé là-bas, les hommes les plus polis, les plus techniciens et les plus intelligents que j'ai vus. Tous américains de toute façon. Moi je me rappelle le représentant des États-Unis auprès du Parlement européen à l'époque où j'étais, c'était un Afro-Américain, grand type, baraqué, capitaine de corvette, spécialiste de l'Asie centrale. Je me rappelle, il parlait baloutche, ce qui est quand même un peu rare quand même. C'est un homme absolument brillant. Et moi, je l'ai vu calmer les eurocrates. Parce qu'en réalité, pris dans le sociogramme, comme dirait Michel Crozier, ça donne ça. Ça donne une assemblée d'européistes fanatiques pour qui leur rêve colonial, particulièrement à l'Est, va se payer parce que, article 5, hein, si on fait une connerie, vous l'épongerez. Et le boys du Kansas viendra l'éponger. Et moi, je me rappellerai toujours de voir les Otaniens dire comptez pas trop sur nous quand même. Ensuite, vu que nous on est en Ukraine en 2014, l'Ukraine, c'est les Européens qui la commencent. Les Américains se retrouvent dans un plan qu'ils avaient préparé eux-mêmes, contraints d'intervenir bien avant ce qu'ils avaient prévu. Et donc, ils se retrouvent, comment dire, les valets ont voulu faire plaisir aux maîtres et en réalité, on fait voler l'argenterie, si vous voulez. Et donc, les Américains, c'est la reprise en main du dossier par Victoria Nuland, se disent, merde, les Européens sont en train de faire capoter cette opération qu'on prépare depuis la fin des années 80. Et le gros souci, c'est que les eurocrates prennent la présence de l'OTAN comme une assurance connerie. C'est-à-dire, nous pouvons faire n'importe quoi, d'où par exemple les déclarations incendiaires qui étaient celles de Borrell, ou qui sont aujourd'hui celles de Kallas. C'est-à-dire, nous on peut se permettre de dire n'importe quelle connerie, on a encore l'OTAN derrière nous. Et d'où la panique. Aujourd'hui, depuis 4 mois, ils sont dans un état, moi j'y étais pendant une partie du premier mandat Trump, ils étaient pétrifiés de peur parce qu'ils disent attendez, nous avons des prétentions impériales et lui mais nous n'avons plus d'assurance parce que Trump a dit démerdez-vous. Or, en admettant que ça continue, parce que là, ces derniers jours, on ne sait plus trop où ça va. Hein. Il y a encore une aide militaire de 300 millions qui a été donnée, etc. Donc, que va faire Trump? Très difficile à dire. On ne sait pas. Mais par contre, ce que vous dites est très vrai. Mais il faut savoir que ça met en lumière également le caractère irresponsable des déclarations du président de la République française, Macron. Parce que lorsqu'il parle du feu nucléaire qu'il pourrait utiliser comme parapluie pour l'Europe, etc., tout ça, si vous voulez, et j'en parle dans la dernière partie de mon ouvrage, tout ça, on ne peut le comprendre que si on revient dans l'histoire de la dissuasion nucléaire et qu'on se souvient de l'évolution de la doctrine
notamment américaine, au fur et à mesure que l'Union soviétique de l'époque acquérait d'abord la bombe, puis ensuite les missiles à moyenne portée, puis ensuite les missiles à très longue portée intercontinentaux. Et constamment, il y a eu une adaptation de la doctrine américaine qui a abouti à cette fameuse phrase de Kissinger, « Nous n'allons pas sacrifier Paris-Texas pour Paris-France ». Un jour, les Américains ont dit aux Européens, c'est bien joli, vous voulez qu'on déclenche le feu nucléaire sur l'Union soviétique si les chars arrivent jusqu'à la frontière française en ayant parcouru des kilomètres sur l'Allemagne, mais nous, on est vitrifiés en retour. Donc on ne le fera pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait déployé des euromissiles sur lesquels avait beaucoup insisté Mitterrand, mais ça ne servait à rien parce que l'Union soviétique disait à l'époque, moi, c'est pas compliqué, les euromissiles, c'est des armes américaines, c'est pas parce qu'elles seront basées en Allemagne que pour autant je vais me contenter de vitrifier l'Allemagne si vous utilisez ces missiles. Je vais vitrifier également les Américains. Donc en fait, même l'affaire des euromissiles était complètement ambiguë parce que les Américains n'ont cessé, ça s'était déclenché avec les fameuses déclarations de McNamara des 62, n'ont cessé de dire, attendez, la destruction mutuelle assistée, la MAD, comme on disait, hein, c'est bien joli, mais nous, on ne marche pas. Donc, il faut arrêter l'ennemi sans avoir besoin du feu nucléaire. Ou en tout cas, si on emploie le feu nucléaire, à la rigueur, c'est un feu nucléaire tactique. Moi, je dis, ça n'est pas vrai, ça n'est pas possible, puisque le tactique aujourd'hui, c'est des kilotonnes, 20 kilotonnes, c'est Hiroshima. Si vous balancez 10 bombes tactiques en disant c'est du tactique, vous faites quand même 10 Hiroshima, c'est déjà un cataclysme absolument sans nom. Mais donc, on dit, attention, on ne peut pas prendre ce risque-là, il faut trouver des moyens d'agir autrement. Ce qui fait que tout ce que dit aujourd'hui la France en disant bah, on va être protégé par notre force de dissuasion, c'est doublement absurde. D'abord parce que si nous utilisons un jour le parapluie nucléaire contre la Russie, nous sommes vitrifiés en retour. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas parce qu'on va envoyer 15 bombes qu'on va vitrifier 15 villes en Russie qu'on va accepter de vitrifier la totalité de la France. Enfin, ça n'a pas de nom. C'est ce que disait le général Coppel déjà à l'époque, dans les années 80, en disant, mais quand vous parlez de dissuasion nucléaire anticipée, essayez de penser à la représailles. C'est-à-dire que vous n'êtes pas les seuls à tirer le feu nucléaire. Ça va tirer de l'autre côté. Donc, en fait, le nucléaire ne dissuade que du nucléaire. Le nucléaire ne dissuade pas d'une défaite conventionnelle. Et puis, l'autre chose, c'est que toute notre dissuasion stratégique, elle est purement stratégique. C'est-à-dire qu'on a oublié, et heureusement d'ailleurs, les fameux missiles Pluton et Hadès qu'on déployait en se préparant à vitrifier l'Allemagne pour soi-disant défendre nos frontières, ce que les soldats allemands ne savaient même pas. Et donc on a liquidé tout ça. Et il nous reste quoi? Il nous reste la composante sous-marine, qui est excellente, qui est remarquable, mais qui était purement anticitée. Une composante aérienne avec des avions, qui peuvent être basés, le cas échéant, sur le porte-avions ou en tout cas sur des bases françaises. Mais ces avions, ils sont très loin, ils sont à 2000 km du front ukrainien. Donc comment, si les choses vont mal, vous faites pour faire rapprocher ces avions dans des conditions telles que, d'une part, ils ne soient pas descendus avant d'arriver à bon port, et où vous avez forcément donné un temps de réaction à la Russie de l'autre côté, qui va prendre des mesures, beaucoup plus directes. Donc on a l'impression d'un amateurisme, d'un manque de professionnalisme absolu, et qu'au sommet de l'État, on n'a jamais réfléchi. On n'a jamais réfléchi aux questions qui touchent à la dissuasion nucléaire et l'utilisation qui doit présider à des armes de cette importance-là. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Je vais me permettre vraiment de recommander votre livre. Je sais que ce sujet-là est un sujet sur lequel tous ceux qui suivent, nos auditeurs et les sympathisants du Cercle Aristote sont, disons, extrêmement sollicités parce que c'est leur sujet premier. Et je dois dire, vous apportez de vraies pièces au débat sur ce sujet épineux, ce sujet douloureux surtout, qui est comment pouvons-nous essayer de nous débarrasser, disons, de la tunique de Nexus qui est l'Union européenne. Je me permets, après vous avoir remercié, de remercier encore une fois votre éditeur, parce que c'est quand même assez symptomatique de notre époque que quand de bons livres sortent, il y a 2 ou 3 éditeurs maintenant sur la place de Paris, point barre. Et donc je remercie vraiment les éditions du Toucan Artilleur. Chers amis du Cercle Aristote, vous aurez toutes les références pour avoir le livre de notre invité sous cette vidéo. Vous savez comment nous aider, vous avez la page Tipeee, vous avez les dons, vous avez surtout d'acheter nos ouvrages sur le site du Cercle Aristote. Tout est en développement et
je remercie encore une fois notre invité. Merci André Bonnet et merci pour cet ouvrage qui nous permet un petit remue-ménage qui, dans cette période de triste anniversaire, hein, vu que le 29 mai arrivera bientôt, nous enregistrons le 6, nous permet de voir qu'il y a encore des scénarios de sortie. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Et merci beaucoup, et que le cercle Aristote existe, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement encourageant par les temps qui courent. Merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.